L'économie en Égypte, l'économie égyptienne, mais à partir de plusieurs volets. À partir d'un volet investissement avec autrui, avec l'Inde, avec les pays africains, une évaluation du sommet Inde-Afrique, notre orientation vers l'économie arabe aussi. Il y a eu plusieurs activités économiques. Récemment, il y a eu la grande conférence économique à Sharm el-Sheikh. Il y a quelques jours, il y a eu une autre conférence économique à Saloum. Donc, il y a pas mal d'activités économiques. Que vise-t-on? Pour répondre à nos questions et nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Raouf Ghafar, expert en économie. Monsieur Raouf Ghafar, bienvenue avec nous. Merci. Monsieur Raouf Ghafar, aujourd'hui s'est tenue la troisième conférence ou le troisième sommet Inde-Afrique. Le chef de l'État a pris part à ce sommet et a invité les investisseurs asiatiques, notamment l'Inde, à venir investir en Égypte et tout précisément sur l'axe du nouveau canal de Suez. Et il s'est dirigé vers Bahreïn. Donc, et récemment, il y a eu une conférence à Saloum et avant, il y a plusieurs mois, il y a eu une autre à Sharm el-Sheikh. Donc, il y a pas mal d'activités économiques à des fréquences temporelles très restreintes. Mais qu'est-ce que tout cela a donné jusqu'à présent? Bon, à propos du sommet Inde-Afrique, c'est la troisième fois que ce sommet convainc. Je pense que la dernière fois, la première fois c'était toujours en Inde, la seconde était à Addis Ababa, et cette fois-ci c'est la troisième. Bon, pour l'Égypte particulièrement, c'est la porte, c'est le portail entre l'Asie et l'Afrique. Alors notre président a dû profiter de cela pour un peu améliorer les relations avec l'Afrique et entre l'Afrique et l'Inde par l'entremise de l'Égypte, en premier lieu. En second lieu, pour encore une fois développer les relations indo-égyptiennes, il y a pas mal d'investissements indiens en Égypte, particulièrement dans le carbone, dans l'industrie automotive, etc. Mais je pense qu'il aspire à augmenter ces investissements en Égypte. Il s'est dirigé vers Bahreïn. Que doit-on attendre de cette visite? Vous savez que Bahreïn, c'est un centre financier redoutable, assez important. Et je pense qu'il passe par Bahreïn justement pour essayer de, disons, convaincre des boîtes de financement pour avoir des prêts, des dons, etc., pour améliorer un peu l'économie égyptienne. Il y a eu récemment une conférence à Saloum. Oui. Quelle était l'orientation de cette conférence? Cette conférence était particulièrement pour le développement de la partie ouest de l'Égypte, donc notamment Marsa Matruh. On avait déjà, le gouvernement égyptien avait déjà préparé quelques projets et ils ont signé des accords d'entente pour quelques projets. On a lu que c'était dans les environs de 13 à 15 milliards. Sur le plan économique, ils ont signé un accord pour l'établissement d'un port dans un endroit qui s'appelle Garboub, pour le commerce entre l'Égypte et le Nord-Afrique, la partie ouest. Sur le plan industriel, il y a deux projets, un à Siwa particulièrement, pour la production de l'huile d'olive et l'autre pour la production de sel. Toujours signer des accords comme ça. Et puis pour le tourisme, ils ont signé toujours un accord pour le développement de la partie de Siwa, l'oasis de Siwa. Et ils contemplent faire un développement assez important sur la partie touristique
Siwa en particulier et le désert ouest en général. D'autre part, il y a un accord qui a été signé avec les Émirats pour la bonification des terrains, toujours dans cet endroit. Et finalement, je pense que, en tous les cas, c'était justement pour essayer de développer la partie ouest de l'Égypte. Les frontières avec la Libye, etc., ça doit se développer. Encore une station de pompage pour de l'eau, etc. Donc ça, c'est en bref ce qui est arrivé sur le plan conférence économique de Marsa Matruh. Nous, Égyptiens, nous avons l'impression que l'État se dirige vers l'économie internationale, vers l'attraction de nouveaux investissements, chose qui est très importante. Mais est-ce qu'au niveau interne, n'y a-t-il pas beaucoup de travail à faire? Est-ce que parallèlement, il y a une bonne attention qui est accordée aux projets internes et au développement interne, à votre avis? Oui et non. C'est-à-dire que certainement, le gouvernement est très concerné avec l'augmentation des investissements étrangers en Égypte. La nouvelle loi d'investissement a été mise en place il y a quelques mois. Malheureusement, à mon avis, c'est très compliqué. C'est-à-dire c'est une loi assez compliquée pour nous les Égyptiens. Moi j'ai lu 2-3 fois, j'ai à peine compris. Alors pour les investisseurs étrangers, ça doit être beaucoup plus simplifié. Ça c'est mon avis personnel. Et puis donc ça doit changer pour simplifier au moins on parle toujours d'un guichet pour la solution de tous les problèmes, ce qui n'est pas encore arrivé, mais on doit avoir un peu de vitesse sur ce plan. Ça, c'est pour certainement introduire de nouveaux investissements ici en Égypte. Parce que, au fond, l'investisseur vient, pas seulement il aime l'Égypte, mais il veut faire un profit. Donc les choses doivent être très simples et très claires pour qu'il ait le courage de venir et placer ses investissements. Pour parler d'investissement, il faut parler aussi de loi, il faut parler de facilité pour la devise et concernant les législations des banques. Récemment, il y a eu beaucoup de controverses concernant les lois imposées par l'ex-gouverneur de la banque, Monsieur Hicham Ramiz, vis-à-vis du dollar, du dépôt des dollars et de la retraite des dollars, le transfert des dollars, chose qui a vraiment, si on peut le dire, gêné énormément les investisseurs étrangers qui se trouvent en Égypte. Ils n'avaient pas la liberté de toucher leur propre argent, quoi. Oui. C'est vrai qu'on a eu pas mal de problèmes avec le dollar récemment. On a beau appeler les investisseurs à venir, mais à la lumière de ces restrictions, les investisseurs ne sont pas très contents. À votre avis, est-ce qu'on est en voie d'avoir un changement? J'espère bien, j'espère bien. C'est-à-dire, M. Ramiz, il a fait tout son possible dans des circonstances. Il a commencé il y a 3 ans, la situation était médiocre. Mais il a fait son mieux. À mon avis, encore une fois, son problème était de la limitation des dépôts en monnaie étrangère dans les banques. Et ce qui a fait que beaucoup n'ont pas d'investisseurs. Okay, les investisseurs ne pouvaient pas exporter leurs profits. Mais en général, même les importateurs n'avaient pas accès à suffisamment de monnaie étrangère pour ouvrir leurs lettres de crédit, etc., etc.
Et ça a créé malheureusement une sorte de marché parallèle, de façon à ce que, vous savez, nous dépendons sur trois sources essentielles pour le dollar, disons, ou la monnaie étrangère en général. Bon, le canal de Suez, d'une part. D'autre part, c'est nos exportations. Et malheureusement, ça ne s'améliore pas. Au contraire, ça se réduit. Et en troisième lieu, c'est les transferts des fonds des Égyptiens qui travaillent à l'étranger. Et alors, normalement, quand ils viennent avec leur monnaie, ils mettent ça dans les banques. Avec les restrictions et les limitations, ils ne font pas ça. Alors, les sociétés d'échange, les bureaux de change, etc., sont allés jusqu'à eux, dans les pays arabes, etc., et ils leur prennent leur monnaie en espèces là-bas, et ils payent ici, en livres égyptiennes, à la personne où ils veulent. Et puis, ça donne la possibilité aux exportateurs et aux importateurs d'ouvrir leur lettre de crédit de pays étrangers où il y a les monnaies, et ça ne passe pas par l'Égypte. Donc l'Égypte ne bénéficie pas de ça. Et ça, c'est franchement très triste pour nous. Espérons que le nouveau gouverneur pourra changer de ça, de façon à ce que ça augmente un peu. Vous savez, la Banque centrale, bon, des obligations, il y a des versements pour les prêts, etc., qui doivent être payés au temps exact. Il y a des pays qui ont donné des prêts pour une certaine période. Ils doivent, on doit le rendre avec bénéfice, etc. Donc c'est un problème assez grand. Et puis, en plus, la Banque centrale doit être toujours safe side, comme on dit, pour l'importation des marchandises stratégiques, comme blé, comme maïs, comme produits pétroliers, etc. Alors ça, c'est une équation assez compliquée, et j'espère que le nouveau gouverneur aura peut-être des idées un peu courageuses à propos de ces problèmes. Encore une fois, le dollar. Les gens ordinaires se disent que peut-être il y a eu un changement de gouverneur de la Banque centrale pour réduire le dollar ou faire augmenter la livre égyptienne face au dollar, qui a subi une chute spectaculaire. Mais est-ce que c'est faisable? Il y a énormément de spéculations concernant le dollar, et ça concerne beaucoup de personnes, ceux qui ont des enfants qui étudient à l'étranger, ceux qui doivent partir pour un traitement médical à l'étranger. Donc, pas les économistes ou les hommes d'affaires, ça concerne énormément une bonne tranche de la population. Donc, à quoi peut-on s'attendre concernant le dollar? Franchement, c'est compliqué, parce que la source des dollars, ça vient de, comme je vous ai dit, du tourisme, par exemple. Bon, il faut encourager. Je vois la sécurité maintenant est assez bonne, mais encore une fois, on doit faire de l'effort. Je pense que le ministre du Tourisme fait un grand effort, parce que, à mon avis, le tourisme, c'est une source illimitée. C'est-à-dire, si jamais on a l'infrastructure complète, on peut recevoir non pas 10 millions de touristes, mais 50 millions. Donc ça n'a pas de limite. Alors ça, c'est un dossier excessivement important. Et d'autre part, il faut encore une fois... malheureusement, nous sommes un peuple qui ne produit pas.
Il faut augmenter la production et se concentrer sur les produits qui peuvent être exportés. Et comme ça, on peut avoir des dollars. Sinon, le dollar, malheureusement, va toujours monter. Ils vont essayer que la hausse ne soit pas rapide, mais si on ne trouve pas des solutions sur le plan introduction de monnaie de l'étranger, malheureusement, nous serons toujours dans ce même dilemme. Donc, ça ne revient pas à lui, c'est-à-dire c'est pas une question de démarche à suivre. C'est une économie égyptienne liée à une économie mondiale. Oui. Donc, les spéculations sont quand même un petit peu anarchiques. Certainement. Maintenant, vous savez, l'économie mondiale est un peu paresseuse, comme on dit. C'est-à-dire, il y a des problèmes économiques partout. Mais ça se reflète même sur le canal de Suez. Maintenant, le revenu du canal, même récemment, ont baissé un peu, parce que le commerce international, lui aussi, a diminué. Nous avons en ligne M. Mostafa Reda, expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Justement, puisque nous sommes en train de passer en revue les différents aspects de l'économie égyptienne, récemment, l'Égypte, en la personne du chef de l'État, a participé au sommet Inde-Afrique. Donc, à quoi peut-on s'attendre d'une telle orientation vers les pays africains? Certainement, comme vous savez, que dans l'ère du ex-président M. Moubarak, on a négligé beaucoup les pays à la continent africaine. Et ça, c'était une très grande faute, parce que, comme vous savez, que ces pays-là, ils sont très riches, il y a beaucoup de chances pour avoir du travail et de la commerce et d'avoir beaucoup de bénéfices pour l'Égypte et pour ces pays-là. Alors ça, c'était très très important que ce tour que Monsieur le Président va faire, parce que ça va nous donner un pouvoir pour pousser les relations avec ces pays-là. Il y a aussi une autre orientation asiatique. Il a appelé les pays comme l'Inde, il s'est rendu à Bahreïn. À quoi doit-on s'attendre? Moi, je pense que c'est très important aussi d'avoir des relations avec l'Inde, comme vous avez dit maintenant, parce qu'ils ont beaucoup de la technologie, spécifiquement dans les computers et dans les nouveaux techniques qu'on a et dans les devises électroniques. Et ils sont très avancés dans des autres domaines aussi. Et ça, c'est très très important pour avoir une coopération dans ce domaine technologie entre l'Inde et entre l'Égypte. Et on doit aussi nous rappeler que l'Inde et l'Indonésie, au era de le ex-président Gamal Abdel Nasser, on a fait les nations qui sont neutrales. Alors, vous vous rappelez de ça dans les 60. Alors, c'est très important d'avoir une relation avec ces pays-là. Suite à la conférence internationale de Sharm el-Sheikh, plusieurs pays du Golfe ont décidé de faire des donations à l'Égypte, avec l'Égypte, avec des sommes d'argent. Où en sommes-nous quant à ces décisions? Moi, je pense que ce n'est pas suffisant de prendre les donations, comme vous avez dit. Moi, j'expectais que dans cette conférence, on donne des projets à les investisseurs étrangers qui vont participer dans cette conférence-là. Et après, il y a une comité qui va suivre tous les efforts après la conférence pour voir s'il y a des obstacles pour exécuter ces projets-là. Moi, je pense
Le premier obstacle, on a deux obstacles, deux majeurs obstacles. Le premier, c'est les lois. On doit changer les lois ici en Égypte, là, et on doit avoir une solution avec la bureaucratie gouvernementale égyptienne. Parce que ces deux facteurs-là, ce sont des facteurs très négatifs et on ne donne pas une très grande chance pour encourager les investisseurs égyptiens au début, après les étrangers. Parce que je vais vous dire un point très très important. Si on n'a pas les investisseurs égyptiens qui vont travailler ici en Égypte, on ne va pas avoir la confiance des étrangers. Alors c'est très très important de changer la loi, changer la bureaucratie égyptienne et donner un pouvoir pour changer la méthodologie d'exécuter tous les projets ici en Égypte. Eh bien, docteur Moustapha Reda, vous êtes spécialiste en économie. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un... sur les problèmes? Sur le plan Inde, moi, ça sort un peu de l'économie, mais je pense que les deux, à mon avis, domaines excessivement importants qu'on peut bénéficier, c'est l'expérience que l'Inde a avec, premièrement, la coexistence. Vous savez, en Inde, ils ont plus de 100 religions et ils coexistent très pacifiquement. 100 ensemble. religions? Plus, mais et sectes? Plus, des sectes, des religions, etc. Donc, on doit apprendre comment ils font ça si jamais on veut coexister ici en Égypte. C'est important. D'autre part, le dossier décentralisation. Vous savez, l'Inde est immense et c'est divisé en, comme chez nous, gouvernorat, mais c'est un peu plus des républiques là-bas. Et chaque gouvernorat, il a son propre gouvernement et il est complètement indépendant. Et je pense que si on essaye d'appliquer ceci ici et donner des pouvoirs aux gouverneurs, chacun chez soi, pour exercer les pouvoirs du président chez lui, je pense qu'on va se développer beaucoup plus rapidement. Pour revenir un tout petit peu en arrière et l'inauguration de l'axe du canal de Suez, à quoi doit-on s'attendre? C'est-à-dire, c'est vrai que les travaux ne sont pas achevés à 100%, c'est vrai que ça a été inauguré à temps et que, c'est-à-dire, l'essentiel a été fait, mais il y a pas mal d'instances qui sont invitées à venir investir sur l'axe du nouveau canal de Suez. À quoi doit-on s'attendre? Non, on s'attend à beaucoup. C'est-à-dire les centres logistiques, des zones franches, etc. Ça va venir, mais ça va prendre du temps. Et il faut être patient parce que ça se... OK, on a exécuté la nouvelle canal de Suez dans un temps record, mais sur le plan développement complet de cette région, ça va prendre du temps, ça va prendre des années. On ne doit pas bousculer les choses et chaque chose va prendre son temps, mais c'est un endroit unique et je pense que son développement est inévitable. Donc ça va venir, mais ça va prendre du temps. Alors on s'attend à beaucoup, mais on doit patienter pour avoir les choses mises en place de façon pratique et durable. Si je vous demandais de résumer les principaux défis auxquels l'Égypte fait face sur le plan économique. Voilà. Premièrement, export. Nous avons un grand problème avec notre production locale et par conséquent avec notre exportation. Il y a beaucoup d'industries qui presque n'existent pas, c'est-à-dire textile, filature et tissage, c'était une industrie, c'est-à-dire connue
tout le monde, le coton égyptien se vendait à 5 fois le prix des autres cotons au monde entier. Maintenant, nous avons un problème. Donc il faut premièrement améliorer et renouveler tout ce qui concerne cette industrie en Égypte. Et comme ça, on peut regagner le marché qu'on a perdu malheureusement les dernières années. Et d'autre part, sur le plan tourisme, encore une fois, le tourisme c'est une source très importante pour l'accès aux monnaies qu'on a besoin, on a beaucoup besoin. Donc encore une fois, il faut donner de grands efforts sur le plan tourisme pour, encore une fois, avoir au moins balancé notre bilan. Et la troisième chose, c'est peut-être le nouveau gouverneur de la Banque centrale qui changera un peu les régulations. Comme ça, les Égyptiens qui travaillent à l'étranger peuvent librement transférer leurs fonds, ce qui représente au moins une vingtaine de milliards chaque année. Donc ces trois choses, je pense que ce sont des défis qu'on doit confronter très rapidement et on doit être franc avec soi-même, c'est-à-dire on ne met pas comme l'autruche notre tête dans le sable, mais il faut identifier les problèmes et les solutions existent, c'est-à-dire on ne va pas inventer la roue, mais il faut donner de l'effort et la volonté pour exécuter ceci. On avait parlé aussi d'un projet de changement des lois du travail. Et il y a eu comme un brouillon. À votre avis, est-ce que ceci va être pris au sérieux? Ceci a eu lieu, cette rédaction, suite à la conférence de Sharm el-Sheikh. Oui. Est-ce que, parce que le sujet était chaud à l'époque, ou est-ce que vraiment ça va aboutir à quelque chose? Personnellement, moi je vois que la nouvelle loi de travail est excellente. Sur le plan local et sur le plan international, à comparer avec les lois similaires au monde entier, nous avons une loi excellente. Mais notre problème, c'est que dans une époque, je ne vais pas la nommer, mais tout le monde la sait, les fonctionnaires, disons, ont eu beaucoup de privilèges, beaucoup de droits, et ils n'ont pas connu leurs devoirs. Alors maintenant, c'est difficile de les convaincre que voilà, on doit travailler pour faire de l'argent. Si on ne travaille pas, on n'encaisse pas. C'est une affaire de mentalité qui doit changer, mais en principe, la nouvelle loi, je pense que c'est une loi très bien. Et est-ce qu'on peut espérer la voir appliquée prochainement? Et oui, certainement. Ça va s'appliquer. Voilà. Il y aura des petits obstacles, manifestations ici, etc. Mais à la rigueur, ça doit se mettre en place. Et pourquoi est-ce que vous attendez à voir des manifestations? Comme je vous ai dit, parce que les fonctionnaires, les ouvriers sont habitués à prendre, ils savent très bien leurs droits, mais ils ne veulent pas se rappeler de leurs devoirs. Donc ça va changer. On a parlé aussi d'un projet d'évaluation 360 degrés. C'est un système d'évaluation qui est appliqué en Grande-Bretagne et partout dans le monde. Pas partout, mais enfin on peut dire c'est un système qui existe pour ceux qui s'occupent de la psychologie du travail, pour évaluer les fonctionnaires. Une auto-évaluation, chaque collègue va évaluer l'autre. On va évaluer le directeur va évaluer les fonctionnaires. On va évaluer le consommateur, là où il y a lieu, va aussi évaluer le fonctionnaire. Donc,
Est-ce que ça va aller et en fait, ça a soulevé vraiment le mécontentement de beaucoup de personnes. Est-ce que vous pensez que ceci pourrait être applicable ici? Mais c'était appliqué justement dans les années 50-60, il y avait ça. Ah bon? Oui. Chaque directeur, il évaluait tous ses subordonnés chaque année. Et selon cette évaluation, il pouvait déterminer... Non, mais oui, le directeur va... Et puis, encore, les fonctionnaires, ils étaient demandés d'évaluer la direction en même temps. Et c'est important, c'est important. Mais encore une fois, il y aura beaucoup de monde qui... Ça va pas plaire à beaucoup de monde qui sont habitués à ne pas travailler. Avant de commencer notre entretien, vous avez dit qu'on a tendance toujours, quand on a parlé du problème du dollar, vous avez dit c'est parce qu'on a tendance plutôt à importer plutôt que d'exporter. C'est fâcheux parce que l'Égypte, à un moment donné, était vraiment un grand pays exportateur de blé. À un moment donné, on exportait le gaz naturel et là, on vient de découvrir d'autres gisements de gaz en Méditerranée. Donc, quand est-ce qu'on pourrait retrouver cette place d'exportateur important? Nous prions que ça arrive demain, mais ça va prendre beaucoup de temps. Avec les bonifications de terre, de grands projets du président de 1,5 million de Fédans, je pense que si ça se met en place, ça va changer. Et nous devons au moins cultiver nos produits essentiels. Que s'est-il passé concernant la cultivation, la culture, pardon? Oui. Donc, que s'est-il passé? C'est-à-dire, l'Égypte avait des terres, vous parlez de bonification. Oui. Mais parce qu'à un moment donné, il y avait le fait de faire la désertification des terres aussi, pour construire sur ces terrains. C'est ça. Alors, mais que s'est-il passé? Nous étions 18 millions d'Égyptiens il y a 60 ans et nous avions justement 6,5 millions de Fédans. Aujourd'hui, nous sommes 90 millions, nous avons 5,5 millions. Donc ça diminue. Ça, c'est une catastrophe, une vraie catastrophe. Et c'est à cause de construction sur des terrains cultivables. Terre noire, comme on dit, ce sont les meilleurs terrains qui existent au monde entier. Alors ça, c'est impératif. Il faut augmenter les terrains cultivables et vraiment appliquer les lois qui condamnent l'exploitation de ces terrains pour construction de maisons, de je ne sais pas quoi. Alors ça, c'est essentiel, essentiel. Surtout qu'on a la population à même pas quadruplé, mais c'est multiplié par 6 ou 7. Et toujours, on cultive la même superficie. Donc c'est ridicule, c'est complètement ridicule. Que peut-on avoir en commun avec les pays africains en matière d'export, import? On a toujours rêvé de voir un marché africain commun. Et il y avait, dans le cadre des pays du COMESA, dans les années 80, on a fait un marché baptisé le marché de toute l'Afrique. Donc c'était comme un projet, une miniature du projet envisagé, celui d'un marché commun entre les pays africains. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un marché en commun? Voilà. À l'époque de Nasser, il donnait beaucoup d'importance au dossier africain. Et peut-être la même chose avec Dr Boutros Ghali, quand il était ministre d'État pour les Affaires étrangères. Il s'occupait uniquement du dossier africain. Et nous avions à l'époque des relations excellentes avec beaucoup de pays. L'Égypte, c'est le portail de l'Afrique vers les pays européens. C'est normal. Et il y avait beaucoup de projets qui ont été
envisagée mais jamais exécutée pour lier l'Égypte par des autoroutes, etc., avec les pays africains, pour canaliser tous les produits. Vous savez, l'Afrique, c'est un trésor. Il y a des ressources vraiment formidables, sur le plan matières premières, sur le plan produits agricoles, etc. Et il faut en profiter. C'est-à-dire, ça c'est normal. Et puis, encore une fois, l'exportation. L'Afrique, c'est un marché très grand, entre parenthèses, qui peut accepter une qualité un tout petit peu inférieure aux qualités européennes et américaines, mais avec des prix assez raisonnables. Donc, encore une fois, pour nous, c'est essentiel de diriger une partie de nos exports à l'Afrique. Et prendre de l'Afrique beaucoup de matières premières, beaucoup de ressources qui existent là-bas et qui ne sont pas exploitées du tout. Alors j'espère que le gouvernement donne vraiment de l'importance à cette direction, disons, et pour que l'Égypte regagne la place qu'elle avait en Afrique il y a 40 ans. Il en est de même pour les pays arabes. On a parlé aussi, on a conçu un marché arabe commun. À votre avis, qu'est-ce qui entrave la formation d'un tel marché? C'est malheureux. C'est-à-dire, quand on regarde à l'Europe et la communauté européenne, avec 27, 28 pays maintenant, qui parlent 27 ou 28 différentes langues, civilisations différentes, etc., et ils sont très réussis. Malheureusement, nous avons ici beaucoup de choses en commun, mais on n'arrive pas. À mon avis, la raison, c'est que chaque pays travaille selon la tête de son dirigeant. Donc, si jamais notre président est en bon terme avec le roi tel, bon, on fera ce qui est possible entre les deux pays. Mais si jamais, pour une raison ou une autre, les relations ne sont pas entre les deux personnes à 100%, il y aura un problème. Donc, moi, je ne vois pas pratiquement pourquoi pas faire un marché commun arabe, mais on commence par des routes, c'est-à-dire on a beau de parler d'une autoroute qui relie le Maroc à l'Égypte et puis qui passe à travers la Jordanie, en Arabie Saoudite, un pont qui va traverser le golfe de Aqaba pour aller en Arabie Saoudite, mais on parle trop, mais malheureusement on fait beaucoup moins. Eh bien, Monsieur Raouf, vous êtes spécialiste en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, merci à vous. On a passé en revue quelques aspects des défis auxquels l'Égypte doit faire face en matière d'économie, de l'espoir aussi qu'on a, des efforts et des activités qui sont en cours de manière à remédier aux défis économiques de l'Égypte et à attirer les investissements. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à la prochaine.